Alors le thème de ce webinaire ce matin est faut-il passer obligatoirement par le big data pour personnaliser l'expérience client sur le site web? Je suis accompagné ce matin de Jérémy Viau, qui est Product Marketing Manager chez Sparko. Bonjour. Bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Et moi, je suis Pascal Morvan, je suis directeur solution chez Sparko. Donc le thème de ce matin, c'est faut-il passer obligatoirement par le big data pour personnaliser l'expérience client sur un site web? Mais on parlera aussi d'autres canaux dans ce webinaire. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la recommandation produit et pour que cette recommandation produit soit pertinente pour chaque client, souvent ça nécessite de grandes quantités de données à la fois sur les produits, c'est quoi mes produits, c'est quoi les caractéristiques de ces produits, etc. Quels sont mes clients, quels sont les segments clients, comment ils réagissent, etc. Et surtout quel est leur comportement face à ces produits sur l'ensemble des canaux. Alors, on parle beaucoup de ce big data, et on peut se poser la question de se dire aujourd'hui, est-ce qu'il est nécessaire de parler de big data pour arriver à personnaliser? C'est un petit peu, je dirais, le thème que l'on va évoquer ce matin. Juste pour faire un petit zoom sur qui est Sparko. Sparko est éditeur de logiciels qui propose, je dirais, 4 suites logiciels. Sur la première qui est ce qu'on appelle Sparko Merchandising, c'est l'art de théâtraliser son offre sur l'ensemble, je dirais, des supports digitaux. Une brique purement dite de recommandation, on va beaucoup en parler ce matin. La personnalisation de suite qui va permettre de personnaliser l'expérience client et une version dédiée au digital. Pour l'ensemble de ces solutions, aujourd'hui, on aide nos clients sur plusieurs axes. Le premier, c'est, on parle beaucoup de l'expérience d'achat, d'accord? Donc comment on va améliorer cette expérience d'achat à travers la personnalisation, à travers une expérience cohérente entre les canaux, avoir une navigation qui va correspondre aux attentes de ses clients. On va aussi être là pour aider nos clients à booster leur performance de ces dispositifs commerciaux, donc en proposant de véritables, je dirais, règles d'upsell et de cross-sell, de recommandations, qu'elles soient statistiques ou métiers. Voilà. Et puis le troisième point, le plus important aussi, qui est important, c'est d'augmenter la productivité des équipes métiers, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que dans les systèmes d'information, il y a beaucoup de choses qui sont faites manuellement et qui peuvent être industrialisées. Voilà. Quelques-uns de nos clients, on est très présent dans le retail, donc vous pouvez voir ici un certain nombre, je dirais, de grandes enseignes, que ce soit Decathlon, Damar, Truffaut, Les Trois Suisses, Bulle, Conforama, etc. Mais aussi des pure players. On peut citer Brandalais ou Mode in Motion, Web Distribution, etc. Donc on n'a pas de domaine d'activité particulier, on s'adapte. On a aussi de plus en plus de projets dans le B2B. D'accord. Et ça, c'est aussi des choses qui sont importantes à noter. Voilà, juste pour synthétiser. Alors, on parle de big data, on parle de recommandations, on parle de personnalisation, tous ces grands thèmes à la mode qu'on voit aujourd'hui tous les jours dans les journaux, que ce soit e-commerce magazine, JDNet et autres. C'est vraiment le cœur du débat d'aujourd'hui. Alors, ce que j'ai voulu faire, c'est de se dire un peu, si on reprenait déjà quelques définitions, parce que ça veut dire quoi big data, ça veut dire quoi recommandation et personnalisation. Donc j'ai été chercher sur Wikipédia la définition du big data, qui est quand même très technique. On voit que c'est l'utilisation de statistiques inférentielles sur des données à faible densité en informations dont le grand volume permet d'inférer des lois de régression. Globalement, c'est le big data pour faire de la prédiction. D'accord. Donc on voit bien l'idée de tout ça. Le deuxième point, c'est la recommandation. C'est recommander des produits qui vont être basés à la fois sur des règles statistiques, mais aussi en fonction de règles métiers. C'est comment je vais conseiller mon client, lui ramener le plus rapidement possible les bons produits. Et puis le troisième axe, qui est la personnalisation, là c'est pareil, on en parle beaucoup, l'expérience client, etc. C'est comment on va être capable de personnaliser des mises en avant, comment on va être capable de personnaliser des bannières, etc. pour maximiser l'efficacité du canal de vente. Alors, par rapport à tout ça, là, on a vu quelques définitions, et puis je dirais que globalement, l'objectif du big data, si on devait en retenir qu'un seul, c'est la recommandation, arriver à recommander. Vous voyez bien tout à l'heure dans la définition de Wikipédia, c'est
recommander, faire du prédictif. Mais globalement, on peut se poser la question, quand on parle de personnalisation, de quoi parle-t-on? D'accord? Et par rapport à ça, c'est vrai que sous le terme recommandation, il y a beaucoup de mécaniques. Et Jérémy, j'aimerais bien que tu nous définisses un petit peu, quand on parle de cette recommandation, c'est quoi les différents types de recommandations qui existent aujourd'hui, nous donner un petit peu la définition, de quoi parle-t-on, dans quel cas on doit l'utiliser, et puis quelles peuvent être les limites ou les contraintes de ce modèle. Tout à fait, Pascal. Alors, effectivement, on a tendance à parler de la recommandation au singulier, mais aujourd'hui, je vais vous parler des recommandations. Il n'y a pas une seule technique de recommandation, mais il y en a plusieurs qui vont correspondre à différents usages en fonction du contexte dans lequel vous vous trouvez, du marché dans lequel vous vous trouvez, de vos clients, de vos produits, etc. Pour moi, la base de la recommandation, c'est ce qu'on peut appeler la recommandation sociale, ce qu'on appelle aussi en anglais collaborative filtering. Cette recommandation sociale, elle va se baser sur le comportement des pairs de vos clients, donc de l'ensemble de vos clients, pour recommander à un client en particulier les produits, les services ou les offres qu'ils sont les plus à même d'aimer. C'est un type de recommandation qui est particulièrement utile lorsque l'on dispose de très peu d'informations sur le client à qui on veut faire une recommandation. Puisque vous n'avez pas besoin de savoir qui il est, si c'est un homme, si c'est une femme, s'il a une carte de fidélité, etc. Vous avez vraiment besoin de assez peu d'informations. Un primo-visiteur, par exemple. C'est typiquement le type de recommandation qui s'applique le mieux à un primo-visiteur sur un site ou une application web. Donc, en utilisant l'ensemble des informations de navigation des clients ou prospects de votre site web, vous allez déduire pour ces clients des produits pour lesquels ils vont être appétents et d'autres pour lesquels ils ne vont au contraire pas avoir d'appétence, qu'ils vont aimer ou pas aimer. Cette notion d'aimer ou pas aimer un produit peut prendre différentes formes. Le plus souvent, on prendra comme manifestation d'aimer un produit le fait de mettre au panier ou d'acheter un produit après avoir visité sa fiche produit. Encore une fois, cela peut être ajusté en fonction du domaine d'activité dans lequel vous êtes pour correspondre le mieux à votre activité. Et donc, en capitalisant sur l'ensemble de ces informations, vous allez pouvoir, pour un primo-visiteur par exemple, voir en fonction de son comportement de quels utilisateurs il se rapproche le plus et réussir à prédire quels produits ou quels services vont être à même de retenir son attention. Donc, c'est un modèle assez utile qui répond parfaitement à la définition de Big Data que tu nous donnais, Pascal, puisque finalement, on ne va pas avoir d'informations sur chaque visiteur du site web et chaque produit. Tous les visiteurs ne vont pas avoir d'interaction avec l'ensemble du catalogue, donc on a une densité d'informations qui est relativement faible, puisque quand on parle de e-commerce, on a des catalogues produits qui sont tout de même relativement étendus avec un nombre de références très important, donc l'ensemble des visiteurs ne voient pas tous les produits, ne sont pas amenés à s'exprimer sur tous les produits, donc on a une densité d'informations relativement faible, et c'est en cela que cette approche, outre le grand volume de données à traiter, s'approche du big data. Les limites et les contraintes, les limites sont également portées par ce que je vous disais en introduction, c'est que finalement, on ne connaît que peu les individus à qui on va faire des recommandations et finalement la correspondance entre un individu et un produit ne se fait que par rapport à un code produit finalement. On n'a pas de notion du produit. Et pour aller plus loin, je pense qu'on peut passer à un autre type de recommandation qui est un type de recommandation un peu plus élaboré qui est la recommandation produit, qui est qualifié généralement en anglais de content-based filtering parce qu'on va vraiment se baser sur le contenu pour recommander des produits. Donc la différence majeure avec le système de recommandation sociale que nous avons vu, c'est qu'ici, le système a besoin pour fonctionner d'avoir beaucoup d'informations produits. Dans la recommandation sociale, un produit, c'est, de façon caricaturale, un code produit. Si on s'intéresse par exemple à un vendeur qui vend des baskets, une basket,
c'est plus qu'un code produit. Une basket, c'est généralement une marque, ça va être un prix, ça va être un style, une couleur, une taille, ça peut correspondre à un sport. C'est un ensemble de caractéristiques. On peut imaginer même un ensemble de caractéristiques relativement infini. La seule limite étant votre capacité à décrire l'ensemble de vos produits ou de vos services, parce que je vois que la question est posée dans le chat. C'est une démarche qui est également valable pour les services. L'important, c'est de réussir à décrire de la façon la plus exhaustive possible et pour l'ensemble de vos produits, les caractéristiques produits. Et partant de là, une fois qu'on connaît les caractéristiques produits, en fonction de la réaction des prospects ou des clients face à ces différents produits, on va en déduire que notre client A, il aime bien les baskets bleues plutôt basses, plutôt pour faire du running, et que notre client B, dans le commun dénominateur des produits qu'il regarde, c'est plutôt des baskets rouges, plutôt montantes et plutôt de mode, et donc pas vraiment pour faire du sport. Et partant de là, on va réussir à cartographier l'appétence du consommateur sur des dimensions qui sont propres au produit et pas uniquement un code produit. Donc dans cette recommandation produit Content-Based Filtering, on a une connaissance, on arrive à avoir une connaissance de notre client qui est plus fine que dans la recommandation sociale, et on se base également sur ce que d'autres ont vu pour déterminer ce qui va plaire à un client, mais l'important ici, c'est qu'on utilise vraiment les caractéristiques produits. Les limites et les contraintes de ce modèle, elles existent aussi. Ce n'est pas un saint Graal, ce n'est pas vraiment une solution miracle. La limite, souvent, et là où le bas blesse chez la plupart des distributeurs, c'est l'information produit. L'information produit est vraiment la base, la clé de voûte de ce système de recommandation. Si vous avez une capacité à décrire vos produits ou vos services de façon exhaustive et complète dans votre système d'information, c'est parfait, c'est un système qui va absolument très bien fonctionner chez vous en très peu de temps. Si, au contraire, vous n'avez que peu d'informations produits, des informations produits qui vont être disparates, typiquement quand nous accompagnons des gens dans le domaine du retail, on a un certain nombre de problèmes qui se posent là-dessus, que ça soit par exemple pour retraiter des informations de produits sur des tailles, puisque entre une taille de jupe d'une marque à l'autre, vous pouvez avoir des tailles différentes, vous pouvez avoir des tailles américaines, des tailles françaises, des tailles italiennes, des tailles anglaises. Vous parlez de jupes, de chemises, vous allez avoir des tailles différentes, et encore plus si vous vendez des chaussures. Même pour les chaussures, vous avez des tailles européennes, des tailles américaines, des tailles anglaises, donc un certain nombre de problèmes là-dessus, en termes de couleurs aussi. Moi, j'ai visité récemment un site d'un grand retailer français, dont la spécialité n'est pas l'habillement. On peut, chez ce retailer, chercher des vêtements pour enfants, par exemple, par couleur. Donc j'ai regardé par couleur. Donc on a une première liste de couleurs. Donc on a du blanc cassé, du bleu marine foncé, du bleu marine charbon, etc. Puis quand on clique sur plus de couleurs, on se retrouve avec un inventaire à l'après-vert. On a du blanc en majuscule, on a du blanc en minuscule, on a du blanc avec une capitale, on a des couleurs même parfois qui sont mal écrites. Et on se retrouve avec plus de 200 couleurs qui sont exposées directement aux clients. C'est pas soutenable, c'est pas comme ça qu'un système peut fonctionner. Il y a un énorme travail à faire sur le traitement et le redressement des données pour s'assurer qu'on a des données cohérentes, homogènes et qui permettent parfaitement de cartographier les produits. Ce que tu es en train de nous expliquer, Jérémy, c'est que moi ce que j'en comprends, pour reformuler différemment, c'est que le premier modèle, donc la recommandation sociale, n'utilise aucune caractéristique produit et c'est juste de la relation statistique qui dit ceux qui ont vu le produit 12 ont aussi regardé le produit 14 ou ont acheté le produit 16. D'accord ? Tout à fait, exactement. Et ça ne tient pas du tout compte de la caractéristique de produit, ce n'est que de la statistique liée à la visite des produits. Absolument. Le deuxième modèle se base sur des caractéristiques produits, d'accord ? Et là, on voit bien que cette recommandation, elle va beaucoup plus être axée sur la caractéristique des produits que je regarde. Et je comprends bien, ce qui est très important, c'est ce que tu expliques, c'est que le modèle mathématique, c'est ceux qui ont regardé une basket montante bleue ont aussi regardé une basket, j'en sais rien, basse rouge.
Pas uniquement, ça peut être également, vous cherchez actuellement une basket montante bleue, regardez nos autres baskets montantes bleues qui peuvent correspondre à votre recherche. Il n'y a pas forcément cette notion de produit qui a été vu ou acheté, c'est une des forces de ce modèle. Par exemple, si vous avez un catalogue produit qui évolue fréquemment, que vous rentrez de nouvelles références dans ce catalogue produit, la recommandation produit a un gros avantage par rapport à la recommandation sociale, c'est qu'elle permet d'éviter un phénomène que l'on appelle le cold start, le démarrage à froid en français correct, qui est tout simplement le fait que si vous avez des nouvelles références dans le catalogue produit, il faut attendre un certain temps avant d'avoir des informations sur l'appétence des consommateurs pour ces nouveaux produits. Ouais, tant que j'ai pas de statistiques de visite ou de vente sur ce nouveau produit, de toute façon, ce produit ne serait jamais recommandé. Absolument. Et pourtant, c'est le produit phare qui doit aujourd'hui être recommandé dans les produits que je vends. Tout à fait. Alors que dans la recommandation produit, que votre produit soit dans votre catalogue depuis 10 ans ou qu'il le soit depuis 10 minutes, il aura a priori le même poids puisque ce sont ces caractéristiques qui comptent véritablement. Donc ce que j'ai bien compris, ce qui est super important dans cette recommandation, c'est de bien travailler cette donnée. Et par exemple, ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette relation qu'il va y avoir entre les produits, par exemple sur la couleur, ça n'a aucun sens de dire ceux qui ont regardé du rose framboise ont aussi acheté du rose pâle. C'est ceux qui ont regardé du rose. Donc on a besoin de travailler cette donnée pour l'agréger, pour qu'elle soit beaucoup plus pertinente. Tout à fait. Troisième cas, c'est la recommandation basée sur le comportement. Oui, cette recommandation basée sur le comportement, elle est vraiment beaucoup plus au niveau de l'utilisateur. Si vous voulez, on a une progression là, dans les 3 systèmes de recommandation dont je vous ai parlé, qui est de celle qui connaît le moins l'utilisateur, qui est la recommandation sociale. La recommandation produit commence à avoir plus d'informations sur l'utilisateur. Et la recommandation basée sur le comportement, qu'on qualifie aussi de behavioral targeting, le targeting comportemental, qui, elle, est totalement centrée sur l'utilisateur. Dans ce type de recommandation, il n'y a que les actions qui sont faites par l'utilisateur à qui vous faites une recommandation qui sont prises en compte. Donc cette technique de recommandation est très utile si vous avez des utilisateurs très actifs qui ont beaucoup d'interactions avec votre enseigne, votre marque, et à qui vous allez pouvoir faire des propositions basées uniquement sur leur propre comportement. Un des exemples les plus fréquents de recommandations basées sur le comportement, c'est ce que l'on appelle la technique du retargeting, qui va être de reproposer à un consommateur un produit qu'il a vu longuement, plusieurs fois, mais pas encore acheté, et qui va permettre de venir, grâce à son comportement, lui reproposer ce produit. Ou alors, ça va être une recommandation qui, par exemple, va proposer des accessoires à un produit que vous avez acheté. Par exemple, si vous allez sur un site de distributeur, que vous achetez une cafetière, on va vous proposer d'acheter, je ne sais pas, les filtres à café qui vont avec. Si vous achetez une table à repasser, on va vous proposer d'acheter un fer à repasser avec, etc. Des accessoires qui vont venir complémenter l'utilisation du produit. Donc ça, c'est de la recommandation basée sur le comportement. Et en mémorisant cette information dans le système, on va pouvoir, même quelques temps après l'achat du produit, reproposer d'acheter ces accessoires qui ont une durée de vie limitée. J'ai travaillé il y a quelques temps avec un retailer dans le domaine de la beauté et de la parfumerie qui a une initiative qui est très intéressante. Ils enregistrent dans leur système en ligne ou en magasin les produits qui sont achetés par leurs clients. Ils savent que par exemple un gel douche de leur marque va avoir chez leurs clients une durée de vie de 1 mois et demi à peu près. Donc peu de temps avant que ce gel douche arrive en fin de vie, ils vont avoir la capacité à reproposer à ce client d'acheter leur gel douche ou leur parfum ou leur, je ne sais pas, rouge à lèvres. Vous pouvez imaginer toutes sortes d'applications. Ou alors par exemple, vous pouvez imaginer très bien, il y a quelque chose qui est relativement à la mode, ce sont les carafes filtrantes pour filtrer l'eau du robinet et boire de l'eau du robinet. Ces carafes fonctionnent grâce à des cartouches qui ont une durée de vie limitée.
Donc vous savez que si, lorsque votre client achète pour la première fois sa carafe avec ses 2 cartouches, au bout de un petit peu avant 2 mois, il sera intéressant de lui faire une offre promotionnelle sur les consommables qui vont l'aider à utiliser sa carafe dans le temps. Alors il y a Sylvie qui nous dit c'est de la personnalisation en fait. C'est un type de personnalisation qui est basé sur le comportement de l'utilisateur. Voilà. Globalement, ce type de recommandation, je dis souvent, c'est essayons d'extrapoler dans le monde physique. C'est faire ce que fait un bon vendeur dans un magasin. Un bon vendeur dans un magasin, quand il m'amène, j'en sais rien, je viens choisir un jean dans une boutique, déjà, le fait qu'il me présente un premier jean, il a des caractéristiques, c'est un jean slim ou c'est un baggy, et si je commence à flasher sur un type de jean, il va me présenter, il va m'orienter, il va me guider dans le magasin de façon totalement différente, parce qu'il va écouter ce que je lui dis. Oui. Si je lui dis je n'aime pas le vert, il va arrêter de me proposer du vert, même si aujourd'hui c'est la couleur à la mode, etc. etc. Donc on est bien là dans l'écoute, d'accord, de l'écoute du client. Il vous dit beaucoup de choses, souvent sur le canal digital, par les produits qu'il regarde, par les familles auxquelles il s'intéresse, etc. Donc là, on est plus sur écouter comment il navigue, ce qu'il nous dit. On n'est pas dans l'aspect encore full personnalisation qu'on va aborder tout de suite après. Dernier cas, on parle beaucoup de la recommandation hybride. Alors moi, je connais les voitures hybrides, mais cette recommandation hybride, c'est quoi ? C'est finalement de se dire, on a différentes capacités pour proposer des recommandations à nos clients. Donc on l'a vu via 3 modes de recommandation. Mais voilà, quelle est la meilleure recommandation dans le meilleur des cas ? Parce qu'il n'y a pas de, je vous l'ai dit, il n'y a pas de Saint Graal, il n'y a pas de recommandation qui fonctionne dans tous les cas. Et il faut du coup choisir, ajuster. Donc bien entendu, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui en live va regarder le comportement des gens et pousser la bonne recommandation. Enfin, c'est pas possible. Entre les volumes de données, les fenêtres de tir où il faudrait avoir quelqu'un pour surveiller tout ça, ça demanderait beaucoup trop de temps et de main-d'œuvre. Donc, il y a un 4e type de recommandation, mais 4e entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment un type de recommandation à part, cette recommandation hybride qui va permettre de combiner les approches des différents types de recommandations pour voir quelle va être finalement la meilleure recommandation pour un client à un instant T. C'est vraiment réussir à introduire de l'intelligence dans ces systèmes de recommandation pour prendre la meilleure décision possible et aussi introduire ce qui manque généralement dans les systèmes de recommandation et dans l'algorithmique pure, qui est de la logique métier. Si vous vendez en ligne de l'immobilier, des voitures, des jeans, des machines-outils, de la cosmétique, du rouge à lèvres, du parfum, vous n'allez pas avoir... c'est pas le même métier, c'est de la vente, mais ce n'est pas le même métier. Donc, il est important que les utilisateurs métiers puissent retranscrire leur savoir-faire et leur logique métier via une recommandation qui va être hybridée et qui va introduire des règles métiers dans une recommandation automatique. Cette règle métier, on pourrait l'expliquer peut-être un petit peu différemment, c'est que j'ai la statistique qui me donne la statistique de relation qui peut exister entre ces produits, mais si je prends par exemple le cas de la mode, j'ai souvent des total look, et je sais que ce total look marche très très bien, et j'ai pas besoin de la statistique pour dire qu'avec cette veste, je dois présenter tel pantalon, ou je dois présenter tel t-shirt, parce que c'est un look qui est cohérent et que ça va forcément générer de la vente. C'est un peu ça l'idée. Tout à fait. Donc par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est on dit faire confiance à la machine ou faire confiance à l'humain, parce qu'on parle bien de règles statistiques, mais aussi de règles métiers. Par rapport à ça, c'est que la vision de Sparko est de dire, voilà, on parle beaucoup de merchandising. Merchandising, c'est l'art de théâtraliser son offre, ses produits, ses services. C'est comment je remonte le plus rapidement possible les bons produits vers le client. Et globalement, c'est un peu ça, ces règles métiers, c'est d'avoir des leviers sur cette recommandation.
Et principalement, je vais donner 2 exemples, c'est dans cette recommandation de jouer sur le quoi et sur le comment. Quand je dis le quoi, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que le règle métier, c'est de dire, par exemple, tiens, quand je suis en train de regarder un appareil photo, la recommandation que je veux faire doit se limiter aux objectifs, aux accessoires de les appareils photo. Peu importe que la statistique me dise ceux qui ont regardé des appareils photo ont aussi été voir des aspirateurs. Et je veux limiter, d'accord, je veux pouvoir limiter des familles ou des produits. Et c'est là qu'on commence à voir que cette recommandation aussi, on doit pouvoir jouer sur des leviers, comme par exemple l'histoire de la promotion. Je donne un exemple souvent, c'est que si ma statistique me dit ceux qui ont regardé un appareil photo à 900 € ont aussi regardé un autre appareil photo à 950 €. Ben oui, mais mon appareil photo à 950 € est en promotion. D'accord? Donc ça fausse. Imaginons que je fais 50% de remise sur cet appareil photo. Eh bien, ma recommandation, je dois pouvoir jouer dessus en disant, ceux qui ont regardé des appareils photo à 450 €, j'ai peut-être intérêt à lui proposer ce produit en promotion. Donc à booster un peu plus les promotions, à booster un peu plus, par exemple, les nouveautés pour éviter ce fameux problématique de call start, parce qu'à un moment, c'est tout ça. Donc c'est la capacité à pouvoir jouer sur quels sont les produits que je veux sélectionner. Quand on a des très très gros catalogues, on sait aussi qu'il y a des produits qu'on n'a pas forcément intérêt à présenter. Je vais peut-être limiter, vous savez, il y a cette fameuse règle du 80-20, d'accord? Je sais que je fais 80% de mon chiffre d'affaires sur 20% des produits, c'est peut-être ceux-là que j'ai envie de mettre plus en avant. Voilà, donc ça c'est de jouer sur le quoi. Le deuxième pilier, c'est de jouer sur le comment. D'accord? Et jouer sur le comment, c'est comment je vais trier ces produits. Je dis souvent, quand dans la relation statistique me dit entre le produit A et le produit B, il y a une note de 99%, avec le produit C 98%, avec le produit D 97%, voilà. Est-ce que j'ai plutôt intérêt à présenter celui qui a la meilleure note? Mais non, parce que 97% c'est aussi une très bonne note, d'accord? Et là, l'idée, c'est de se dire quoi? C'est qu'on doit forcément tenir compte de règles métiers, comme par exemple le pilotage des stocks. On voit trop aujourd'hui sur certains sites web où la recommandation qui vous est faite est intéressante et pertinente, mais sauf que quand on clique sur le produit, on vous dit le produit n'est pas disponible. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le pilotage de ce stock. Donc dans cette règle statistique, je dois pouvoir dire, non, je dois aussi tenir compte de ces priorités. Je dois aussi piloter ma marge. J'ai intérêt peut-être à pousser un peu plus les produits sur lesquels je marge le plus pour dégager du bénéfice. Un autre aspect souvent, c'est comment je vais mettre en place ces fameuses montées de gamme de clients. D'accord? On essaye toujours de faire monter en gamme son client. Alors ça, c'est des choses qu'on arrive relativement bien à faire, ce que j'appelle dans le marketing automation, dans le marketing sortant. On dit, tiens, les clients, je vais essayer de leur faire booster le panier, je vais essayer de les faire monter en gamme en leur présentant des produits. On doit avoir cette même logique sur les canaux digitaux. C'est aussi, par exemple, la problématique de modification de gamme, de rapidité, etc. Ça, c'est aussi très valable dans le monde de la mode. On sait que par exemple dans la mode, il y a des nouvelles collections toutes les 8 semaines. Il y a même des commerçants qui ont des nouveaux produits toutes les semaines, tous les jours, d'accord? Et donc forcément, il faut adapter cette logique-là. D'accord. Alors, on voit bien l'intérêt, on voit comment. Et là, l'idée, c'est de se dire, on parle beaucoup du big data, qui est, je vais collecter de l'information, d'accord? Et souvent, pour faire du big data, il faut que je mette une infrastructure technologique, pour pouvoir le l'intégralité de ces données. Et la vision que l'on a chez Sparko, c'est de se dire, nous, on a plutôt une vision qui est de se dire, on va mettre en place ce qu'on appelle le hub d'interaction client. D'accord? En gros, c'est arriver à faire du big data sans le savoir et sans mettre une infrastructure particulière. En se chargeant de notre côté de gérer toutes les problématiques liées au big data et en vous permettant de vous concentrer sur le métier de la vente. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce hub d'interaction client, d'accord? C'est qu'on va bien sûr réconcilier l'ensemble des données qui peuvent venir d'un CRM, qui peuvent venir forcément de la plateforme de e-commerce,
c'est quoi les produits qui ont été vendus, etc. Mais qui peuvent aussi venir d'un système de caisse, parce que pour les retailers, on ne va pas forcément faire que de la recommandation par rapport à la navigation, par rapport aux produits vendus sur le web, parce que j'ai aussi les produits qui sont vendus en magasin, et comme ce sont les mêmes, je vais peut-être aussi utiliser toutes ces statistiques. C'est d'arriver à utiliser le comportement du client, sa navigation, qu'est-ce qu'il dit sur les réseaux sociaux, etc. L'idée est d'arriver à créer une vue client à 360 degrés, d'accord, en utilisant principalement le profil utilisateur, etc. Et par rapport à ça, globalement, c'est quoi? C'est qu'on va être capable de stocker dans ce hub d'interaction client, d'accord, eh bien, à la fois des données CRM, mais quand je dis des données CRM, souvent, on n'a pas besoin de l'intégralité de la donnée CRM. Dans le CRM, je dis souvent aux clients, vous segmentez vos clients, vous créez des segments clients, vous scorez les clients, vous calculez des appétences, d'accord? Est-ce que j'ai besoin d'avoir l'historique de, je sais rien moi, de ses campagnes d'emailing sur lesquelles il a cliqué, etc., pour arriver à recommander? Non, cette donnée agrégée, elle peut être suffisante pour arriver à recommander et à personnaliser l'expérience client. Donc de la donnée CRM, bien sûr, l'historique de sa navigation, comment il navigue, qu'est-ce qu'il recherche? Ça, je dis souvent, par exemple, je vais sur un moteur de recherche. Eh bien, un moteur de recherche interne au site web, je cherche un Canon EOS 370. On voit bien que j'ai une appétence forte pour peut-être une marque, un type de produit. Et c'est aussi une donnée qui est importante à collecter. C'est toutes les préférences que je peux déclarer. Ces préférences, je les déclare dans mon profil utilisateur, je fais des wishlists, il y a plein de notions. Voilà. C'est bien sûr aussi gérer ses achats. C'est bien sûr collecter de l'information par rapport aux réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'ai liké, comment j'ai liké, qu'est-ce que j'ai dit, etc. Et puis, le dernier point souvent assez ignoré dans la recommandation, c'est ce que j'appelle moi l'origine. Comment le client est arrivé sur le canal de vente? Ce qu'on peut aussi appeler généralement le contexte. Voilà, quel contexte? Comment je suis arrivé? Je dis souvent, les e-commerçants dépensent beaucoup d'argent dans les campagnes d'AdWords, dans l'affiliation, toutes ces techniques qui permettent de faire venir le client sur le canal de vente. Et puis, c'est souvent une information très pertinente. Parce que quand j'arrive d'une campagne d'emailing qui a un thème, d'accord, eh bien, c'est que c'est ce thème-là qui m'intéresse. Et donc, je dois aussi jouer sur cette recommandation. Voilà, toutes ces données sont pertinentes. Par rapport à ça, Sparko, on va voir comment ça fonctionne. Première étape, ce que je disais, c'est qu'on va collecter des informations de multiples sources. Voilà, que ce soit d'un ERP, d'un PIM, parce que j'ai besoin des caractéristiques produits, de la plateforme de e-commerce, du CRM, etc. Pour alimenter Sparko. D'accord. Mais ce que va faire Sparko, puisque Sparko est une solution qui permet de piloter le site web, le call center, le mobile, l'emailing, des bornes en magasin, d'accord. L'idée c'est quoi? C'est que je vais collecter de tous ces canaux qui sont pilotés par Sparko, le profil client, son comportement, qu'est-ce qu'il regarde, quelles sont les préférences, qu'est-ce qu'il a acheté, qu'est-ce qu'il a dans son panier en cours, d'accord? Parce que ça, c'est pareil. Mettre un produit dans un panier doit être un critère pour adapter ma recommandation et ma personnalisation. Ma localisation, parce que je n'ai pas envie de recommander les mêmes produits que je sois, que j'en sais rien, par rapport à un pays, parce que les données, la géographie fait qu'il fait très très froid en hiver dans tel pays et il fait très très chaud dans l'autre, et j'ai pas forcément besoin de présenter mes produits de la même façon, d'accord? Donc de collecter tout ça pour arriver à faire quoi? Globalement, à faire quelque chose qui est relativement simple, c'est de se dire j'utilise l'intégralité de ces données pour proposer les bons produits, mais aussi proposer des bons contenus. D'accord. Donc quand on parle de contenu, c'est la capacité, pourquoi pas, à proposer, à pousser des bannières particulières, à mettre des codes promotion que l'on a envie de présenter à certains de ses clients. Donc plus ce que je vais appeler la notion d'offre, c'est d'adapter le résultat de la recherche à travers un moteur de recherche, et puis c'est surtout d'animer ces pages, une page listing, comment à travers toutes ces données, je vais animer l'ensemble de ces pages. Ce que le schéma montre, c'est que c'est un cercle vertueux, parce que le process ne s'arrête pas là, parce qu'on va récupérer du coup en continu le profil, le comportement en fonction des produits, des contenus, des offres qui sont présentées pour réussir à affiner la recommandation qui va être faite au client. Voilà. Donc l'idée c'est quoi? C'est de se dire que tout ça, ça va permettre principalement d'augmenter la valeur de chaque contact client. Et pour ça, nos solutions permettent de faire quoi? Donc de faire plutôt ce que je vais appeler un merchandising personnalisé, parce qu'on est bien dans ce terme-là, pour utiliser les données, ce que je disais tout à l'heure, utiliser les données de votre CRM,
un segment, une tranche d'âge, des marques préférées. Les gens ont souvent cet exemple. On a certains de nos commerçants, et je vais parler de Citadium. Je ne sais pas si vous connaissez cette enseigne, mais Citadium, c'est vraiment le magasin de mode. Il n'y a pas forcément de la jeunesse, mais en tout cas qui a des styles vestimentaires totalement différents. Et c'est vrai que quand on vend énormément de marques différentes, j'ai un style vestimentaire particulier. J'achète toujours la marque A, B, C. Ces marques, c'est peut-être, j'en sais rien, c'est du street, c'est du casual, c'est du... voilà. Donc c'est d'utiliser cette donnée pour adapter la façon dont je vais remonter mes produits, comment je vais mettre en avant ces produits sur l'ensemble de mes pages. Voilà, donc c'est tranches de prix. Ça, c'est une autre notion que je dis souvent très intéressante. Vous savez qu'il y a certains clients qui n'achètent que des produits en promotion. Voilà, parce que vous avez ça dans votre CRM, vous savez qu'à chaque fois ce qu'il a acheté, c'est toujours un produit en promotion. Là, on ne se pose plus la question. Le métier fait quoi? C'est que je lui mets en avant plutôt les produits en promotion. Par rapport à un client qui achète des produits normalement, en promo, sans promo, où je vais adapter tout ça. Le deuxième, ce qu'on disait, c'est d'exploiter en temps réel le comportement de la navigation. Un point qui me semble essentiel dans cette notion de recommandation, c'est qu'elle doit être recalculée à chaque clic de l'internaute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que trop souvent, on met en avant, on recommande des produits. Voilà. Et puis, je les mets en avant. Alors, pas forcément de façon très évidente des fois, ou alors je dis c'est pour vous, j'ai sélectionné pour vous. Sauf que quand le client vous dit oui, mais j'utilise par exemple une facette, un filtre pour afficher le catalogue différemment, pour filtrer les produits sur une marque, sur un type, sur une couleur. Souvent, cette recommandation, elle disparaît. Et pourtant, c'est bien ce que je vais appeler... excusez-moi. Bien ce que je vais appeler dans cette recommandation, la capacité à dire je dois être capable de recommander, donc filtrer cette recommandation. Parce que dans ma recommandation, je suis en train de regarder un produit, j'en ai 20 ou 30 produits que je vais pouvoir présenter. Sauf qu'à un moment donné, si je dis tiens, je ferais plutôt du rouge, je vais retrier mes produits. Donc de tenir compte à chaque moment de ce que va vous dire le client, comme ce que je vous disais tout à l'heure en magasin, quand je dis quelque chose à un vendeur, il se sert de ce que je lui ai adapté. C'est la capacité aussi d'exploiter, de retargeter les produits, par exemple, des familles les plus visitées. Je vais en parler tout à l'heure, ça c'est super important. Quand on va sur un certain nombre de sites web où c'est, par exemple, l'habillement, ça fait l'homme, la femme, l'enfant. D'accord? Trop souvent, on voit que sur la homepage, les animations commerciales, on s'adresse plutôt à un segment. C'est plutôt souvent pour la femme, d'accord? Alors que c'est quand même un site généraliste qui fait les trois. Comment on va être capable d'utiliser tout ça? Ce que je disais tout à l'heure, c'est de personnaliser cette remontée produit pour tenir compte de tout ça. Troisième point par rapport à ce merchandising, c'est en fonction de ce que je disais tout à l'heure, recalculer à chaque clic. C'est bien sûr d'utiliser ces mécaniques de recommandation prédictive sur ces bases d'algorithmes, mais en utilisant bien les 3 méthodes que Jérémy nous a détaillées tout à l'heure, que ce soit lié à la recommandation de produits ou de contenu, à la recommandation collaborative, etc. Et puis peut-être le dernier point aussi qui est important, c'est que souvent quand on va commencer à se lancer dans ces mécaniques, ce qui serait peut-être bon aussi, c'est de les A/B tester, parce que je pense qu'il y a différentes méthodes, il y a différentes approches, et que on n'a pas forcément ce que j'appelle la science infuse. Pour finir tout ça et tenir les 45 minutes, et pour vous laisser le temps de nous poser un certain nombre de questions, je vais vous montrer quelques exemples d'un client qui a déjà mis en place ça avec nos solutions. C'est tout par gel. Alors, voilà. Ils ont souvent ce que l'on appelle l'origine du client. D'accord? Donc ils ont des sites d'affiliation. Ils ont par exemple un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Cote, d'accord, qui est spécialisé dans les produits régimes et qui sont vendus bien sûr partout par gel. Si le client arrive de ce site, forcément, qu'est-ce qu'ils vont leur mettre en avant sur la homepage? Des produits en promotion, les animations, des produits régimes et principalement de cette marque Cote, d'accord? Alors qu'un client, un primo-visiteur, on lui met en avant le Twix, le Bounty, les glaces. Alors c'est une vieille copie d'écran, c'était plus cet été. C'était des produits un peu plus qui étaient un peu plus recommandés. Mais on voit bien, si je suis venu parce que mon intérêt était de trouver des produits d'une marque plutôt régime, je leur mets pas des Twix, des Raider et des bonnes glaces. Ça serait un petit peu méchant.
Voilà. Donc ça, c'est un exemple, et c'est super simple. J'utilise d'où provient le client. Deuxième exemple que j'aime beaucoup, c'est aujourd'hui, tout par gel, c'est pas un gros volume de produits. Pour donner un ordre d'idée, ils ont un peu plus de 7000 produits, d'accord. Mais ils ont plus de 200 pages de navigation. C'est-à-dire quoi? Parce que ils ont les apéritifs, les glaces, les poissons, les viandes qui sont détaillées ensuite, etc. Donc là, on est bien ce que je vais appeler des familles de navigation, ce que je vous disais tout à l'heure, l'homme, la femme, l'enfant, le jean, la robe, le pantalon, etc. Donc toutes ces données, voilà, ça fait 200 pages. Et ce que font, c'est une chose relativement, mais hyper pertinente, c'est de se dire, je mets en avant mes promotions et mes nouveautés des 3 familles les plus achetées ou les plus vues par mon client ou par mon internaute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je viens pour la première fois, imaginons que je sois primo-visiteur, je viens pour la première fois sur le site de Tout par Gel et je viens voir, j'en sais rien, moi, la pâtisserie, les glaces, etc. Le fait que je revienne, on va mettre en avant les promotions des 2-3 familles que j'ai visitées, puisque j'ai bien détecté un intérêt, ce que je vais appeler une appétence pour une famille de produits, et ils ne mettent pas en avant toutes les promotions, parce que c'est, j'en sais rien, c'est aujourd'hui, c'est, j'en sais rien, la choucroute, ceci, cela. Je suis venu pour un intérêt, je vais l'adapter. Ce qui est important, c'est que quand on voit cet exemple relativement simple, d'accord, il le déploie bien sûr sur le site web. Cette même règle, on est capable de l'embarquer dans une solution d'emailing, d'accord, et donc de pousser dans un email les produits, les animations, les promotions des familles, des marques, des couleurs, vous comprenez bien le principe, hein, les plus visités, les plus achetés par mon internaute. Mais si on regarde l'exemple de Tout par Gel sur 7000 produits, 200 pages de navigation, 3 produits, globalement, si on voulait imaginer ça, c'est plus de 8 millions de combinaisons. Pourquoi? Parce que c'est 200 familles fois 200 familles fois 200 familles. Alors j'ai arrondi à 200 familles, c'est pour compter de tête, ça fait 8 millions de combinaisons. Voilà. À travers une règle et une unique règle, ils mettent en avant du one-to-one. On vient bien sur cette notion, hein, qui est peut-être le dernier mot, qui est d'arriver à personnaliser en one-to-one l'expérience, la personnalisation, l'expérience client pour chacun de vos clients. Voilà, on a terminé avec notre présentation, hein. On va peut-être vous laisser le temps de maintenant nous poser des questions.